Monsieur le Président, nous sommes évidemment particulièrement sensibles à votre présence aujourd'hui, alors même que le groupe Dassault est marqué par la disparition brutale et ô combien tragique de notre collègue député Olivier Dassault. Vous avez souhaité, Monsieur le Président, que cette audition ait lieu. Je pense que c'était aussi le souhait, ça aurait été le souhait d'Olivier. Et encore une fois, nous vous remercions de votre présence. Et permettez-moi, au nom de tous les membres de notre commission, à la fois ceux qui sont présents et ceux qui, par la distanciation sociale, sont reliés par visioconférence avec nous, permettez-moi de saluer la mémoire d'Olivier Dassault et aussi et surtout son engagement pour notre pays. Nous savons que depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, il n'exerçait plus de fonction opérationnelle au sein du groupe, mais il était resté administrateur et un véritable soutien de ce groupe, fondé par son grand-père et consolidé par son père. Et on ne peut bien sûr, à la triste faveur de cette disparition, qu'associer le nom de son père et de son grand-père et évoquer aussi leur mémoire, car nous savons tous ici que le fleuron de l'industrie aéronautique française qui est Dassault est le fruit de l'engagement de 3 générations d'entrepreneurs patriotes. Il y a quelques jours encore, du reste, Olivier Dassault faisait entendre sa voix pour défendre les intérêts de la France dans le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Et par une terrible ironie du sort, il disparaît dans une période qui voit se concrétiser le succès du Rafale et les avancées de la famille Falcon. Nous n'oublions pas non plus, chers collègues, l'engagement d'Olivier en tant que député, notamment dans le département de l'Oise et dans l'ensemble de sa région. Et ceux qui l'ont connu et l'ont fréquenté, et je m'en honore, savent et connaissent aussi, se souviennent de l'artiste aux multiples talents et surtout d'un homme simple, affable et particulièrement chaleureux et amical. Nos pensées, Président, accompagnent la famille d'Olivier Dassault, ses proches, mais aussi l'ensemble des salariés du groupe dans cette épreuve. Et nos pensées vont bien évidemment aussi au pilote qui est décédé avec lui dans ce terrible accident. Monsieur le Président, dans ce moment d'épreuve pour votre groupe ô combien important dans la BITD française, notre commission est à vos côtés, je voulais vous le dire. Et puisque vous l'avez accepté, je vous propose de nous adresser quelques mots à ce sujet avant de prendre le cours de notre commission. Écoutez, Monsieur le Président, d'abord bonjour à vous tous. C'est vrai que c'est un moment particulièrement douloureux pour nous, puisque cette disparition, je ne rajouterai pas beaucoup de mots à ce que vous venez de dire, tellement ça représente bien Olivier. Juste un mot quand même pour dire que c'était un homme de passion. Il avait la politique dans le sang, donc ça va vous dire quelque chose, même si autour de la table, vous n'étiez pas tous du même bord que lui, bien sûr, c'est ça le jeu aussi de la politique dans une démocratie, mais il avait cette passion et il passait beaucoup de temps à Beauvais. D'ailleurs, il devait aller à Beauvais de sa résidence normande pour retourner à Beauvais sur le terrain dès le lundi matin. C'est un homme de passion de l'aéronautique, par filiation et histoire. Et il pilotait les Falcons. Il a été engagé dans l'armée de l'air, donc il a aussi piloté des avions de combat. Et donc cette passion pour l'aéronautique que nous avons tous, il l'avait. Mais il a été aussi un homme de passion de l'art, ce qui n'a pas hérité de ses parents, sauf sa mère qui était déjà très sensible à la culture, et il faisait de la musique et surtout de la photo, et avec un talent on se demandait d'ailleurs comment il arrivait à avoir autant de temps pour faire tout ça, parce que honnêtement, il faisait beaucoup de choses. Et je passe ses hobbies qui étaient la chasse et surtout le golf que je partageais avec lui, ce qui nous permettait de parler un petit peu des choses du monde et de celles de Dassault aussi, indépendamment des conseils d'administration. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de ce petit mot d'introduction, Monsieur le Président. Et comme vous l'avez dit, c'était la même chose lors de la disparition de Serge. La vie continue et il faut travailler sur les sujets qui sont les nôtres, d'une manière générale, et en particulier dans ce contexte encore plus compliqué que jamais avec cette crise du Covid. Donc la crise
La crise doit être vaincue et doit permettre un rebond du pays et de son industrie. Bien, donc pour venir sur le sujet du SCAF et donc du NGF, donc Je proposais peut-être qu'on ait juste à cet instant quelques instants de recueillement, si vous le voulez bien, pour notre ancien collègue. Je vous remercie. Alors, Président, je vais reprendre la parole comme nous en avons la tradition ici pour refixer un petit peu le cadre de cette audition. Et encore une fois, merci pour avoir accepté cette audition spécialement centrée sur le programme SCAF, le système de combat aérien du futur, qui est aujourd'hui à une phase particulièrement cruciale de son développement. Je précise que dès la semaine prochaine, nous entendrons aussi Antoine Bouvier et Dirk Hock d'Airbus, afin de pouvoir entendre les principaux acteurs de ce dossier essentiel. Nous savons tous ici que le SCAF est l'une des conditions de l'autonomie stratégique de l'Europe à l'horizon 2040. Notre commission suit de près ce programme mené en coopération avec l'Allemagne puis l'Espagne. Un rapport du reste de nos collègues, Hélène Conway et Ronan Le Gleut, en avait récemment exposé les différents enjeux. C'est aussi un sujet central, c'est un sujet difficile. Nous le voyons nous-mêmes dans nos discussions régulières avec nos collègues allemands qui, eux, détiennent une part importante de la décision. On sait que le démonstrateur du SCAF doit être lancé avant l'entrée de l'Allemagne, puis de la France, dans des périodes électorales peu propices à des décisions sereines. Et cette étape doit préciser le partage des tâches et rendre le projet irréversible. Néanmoins, nous le savons tous à travers les récents événements et ce qu'en dit maintenant la presse, les inquiétudes sont grandes. Les inquiétudes sont grandes, vous avez vous-même déclaré à la presse. Je ne crois pas que le pronostic vital soit engagé, mais je peux vous dire que le malade est dans un état difficile. Alors, la vraie question qu'on a envie de se poser et de vous poser, c'est est-ce que l'on peut encore faire confiance à notre partenaire allemand qui semble enclin à remettre en cause le principe pourtant acté d'un leadership français sur ce programme? Nous n'accepterions pas en effet que notre acquis industriel soit sacrifié. La coopération avec l'Allemagne ne peut pas être marquée du sceau du « quoi qu'il en coûte ». Alors, Président, nous avons besoin de savoir quels sont les points qui achoppent, ainsi que du reste, les pans du projet où un accord robuste a pu être trouvé ou est en passe de l'être. Nous comprenons que le sujet des droits de propriété intellectuelle, les fameux IPR, est particulièrement difficile. Vous nous direz aussi quel est l'impact de l'investissement espagnol sur l'équilibre global du projet et comment préserver le principe dit du meilleur athlète qui consiste à confier à celui qui sait le faire le mieux le devoir de le réaliser. Enfin, bien sûr, il y a la question des capacités indispensables à la France, à la fois sa navalisation, la capacité à emporter la composante aéroportée de la dissuasion. Vous nous direz où nous en sommes sur ce point. Aujourd'hui, sincèrement, Président, on a l'impression que le doute commence à s'installer. La question de la pertinence du projet, de sa viabilité, semble à nouveau être posée. Côté allemand, on commence à entendre parler d'un recours possible au F-35 ou du lancement d'un démonstrateur sur la base de l'Eurofighter. Et côté français, une tribune récente qui a fait pas mal de bruit demande, je cite, « s'il faut persévérer dans l'erreur de la coopération franco-allemande ». Au demeurant, est-ce qu'il existe vraiment des alternatives au SCAF? Certes, la BITD français serait tout à fait capable de produire seul ce projet, mais le coût en serait vraisemblablement exorbitant et les marchés de débouchés incertains. Quant au retour à une coopération franco-britannique, c'est-à-dire en fait à la case départ, elle ne nous paraît pas beaucoup plus crédible dans le contexte Brexit que nous connaissons actuellement. Dès lors, et c'est notre question, comment réussir le SCAF? Vous allez nous éclairer à ce sujet. Je pense qu'à l'issue de votre présentation, nous aurons une série de questions de nos collègues qui préciseront un petit peu votre pensée et qui va nous permettre à la fois de mesurer les difficultés et d'envisager les éventuelles voies de sortie de l'impasse.
Je vous rappelle, Président, qu'avec votre accord, cette audition est captée, et ce qui fait que ce sujet dont s'empare la Commission, nous allons tenter de pouvoir apporter notre contribution sur ce difficile projet. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Écoutez, c'est, comme vous l'avez dit, un sujet délicat, mais c'est aussi un sujet de grande ambition, donc il est un peu normal aussi que vous puissiez avoir une information sur l'état des discussions, ce projet qui remonte à une volonté politique de 2017 du président de la République et de la chancelière Angela Merkel, qui a été suivi en ce qui nous concerne, nous les industriels, d'un accord entre Airbus Defence System Allemagne et Dassault Aviation, dans lequel nous avons proposé aux États un partage de responsabilités industrielles qui convenait aux États et qui consistait à dire que sur un certain nombre de piliers qui étaient ce grand SCAF, puisque le SCAF, c'est pas simplement l'avion, c'est aussi un système de systèmes, c'est les drones, c'est évidemment le développement du moteur, parce qu'un avion sans moteur, ça marche moins bien, et c'est le développement de certains éléments électroniques. Donc, nous avons revendiqué, nous, Dassault et l'avion de combat, donc le NGF, je redonne les lettres parce qu'on entend beaucoup parler de choses, voilà, le NGF. Le moteur a aussi été revendiqué par Safran, donc ces deux piliers étaient revendiqués par la France. Le pilier du système de système par Airbus Allemagne et les capteurs qui n'existaient pas au tout début, je vous en parlerai après. Sur cette base, les deux États ont signé des accords pour lancer des études. Une première bordée d'études, ça a été ce qu'on a appelé la JCS, qui consiste à faire des études technico-opérationnelles pour, à partir d'un besoin opérationnel dit de haut niveau, signé entre l'armée de l'air française et l'armée de l'air allemande. Je fais tout de suite une parenthèse, l'armée de l'air française portant aussi les intérêts de la Marine nationale, pour évidemment le groupe aéroporté futur. On a commencé à travailler sur la base de ce scénario et on dégageait des arbitrages pour proposer des solutions opérationnelles à base d'avions de combat et de drones. Ce travail est encore en cours, donc on pourra en parler un petit peu, et il doit s'achever à l'été pour dire, voilà, dans tant de formules, les deux qu'on retiendra, et puis celle qui sera vraiment retenue pour lancer un programme futur. En parallèle de ces études technico-opérationnelles dans lesquelles les deux États étaient intégrés et les deux grands industriels Dassault et Airbus, a été lancé le démonstrateur ou les démonstrateurs technologiques qui permettent de préfigurer et d'essayer des technologies en vol pour nous, avions de combat, idem pour les drones, pour s'assurer que nous étions capables de trouver les bons compromis pour remplir le besoin qui serait précisé après les résultats de la JCS et selon les besoins au niveau des opérationnels. Donc une phase dite 1A a été lancée, et c'est à peu près à ce moment-là que l'Espagne a levé le doigt en disant « je veux rentrer aussi ». Donc elle est rentrée, à ce moment-là, le train était déjà en marche, donc on a réussi à les faire rentrer dans la JCS dans un tour de table sur les besoins opérationnels et ces versions-là. Et deux, on les a fait rentrer dans la phase 1A d'une manière rapide, donc en leur donnant un certain nombre de tâches, mais je dirais sans avoir pu réellement négocier à l'avance. Quand il s'est agi de préparer la phase dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle les études de phase 1B, c'est la deuxième version qui vont jusqu'à une définition détaillée, puis une phase 2 accrochée à cette phase 1B, c'est-à-dire réellement le développement et la réalisation du prototype, et je ne parle que du NGF, je ne parle pas du drone, du moteur et du système de système qui vivent leur vie en parallèle. Quand il s'est agi de faire ça, les États nous ont dit, bah, finalement, on s'est mis d'accord entre nous, ça sera un tiers, un tiers, un tiers, parce que c'est la revendication, c'est l'argent apporté, c'est voilà. Donc là, ça changeait diamétralement les choses. C'était une nouvelle logique. Bon, on l'a pris, dès lors que c'était les États qui le demandaient,
La problématique de dire Dassault et maître d'œuvre, la France, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la France avait normalement le rôle, et a toujours, d'être le leader de cette affaire SCAF, contrepartie d'autres affaires dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui sont le char de combat, voire même l'Eurodrone qui est en développement. Mais si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Donc, quand nous avons préparé, depuis juin dernier, le passage à l'acte pour maintenant, pour que ça soit ratifié avant l'été, bien sûr, on avait conscience qu'il fallait aller vite, compte tenu de l'année 2021, qui est une année électorale en Allemagne. Donc, j'ai tendance à dire qu'on est déjà dans la campagne électorale en Allemagne. On voit bien un certain nombre de préparations pour ces élections. Et comme vous le savez mieux que moi, sont des élections du Parlement, du Bundestag, avec à l'issue de ces élections la formation d'une coalition qui définira la plateforme de gouvernement et l'exécutif derrière. Bien. Donc, on savait qu'il fallait aller vite, donc on s'était fixé la fin de l'année 2020. Donc, nous sommes arrivés, à mon sens, à une fin de négociation à la fin 2020. Nous avons fait, nous, beaucoup de propositions et beaucoup de concessions pour arriver à cet accord de fin 2020. Et nous pensions que cet accord de fin 2020 était un accord tout à fait équilibré. Alors pourquoi nous pensions qu'il était équilibré? Premièrement, nous avons accepté le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers en charge. C'est-à-dire que finalement, on a accepté que Dassault ait 1 tiers du travail et Airbus, parce que c'est quand même Airbus Espagne, Airbus Allemagne, c'est le même Airbus. Si vous auditez demain ou la semaine prochaine Dirk Hoeke, il est le patron d'Airbus Allemagne et de Airbus Espagne. Il n'est pas le patron d'Airbus France. Et il y a mon homologue à moi, le CEO, qui rencontre un conseil d'administration, c'est Guillaume Faury, c'est le patron d'Airbus, c'est pas Dirk Hoeke. Mais on a fait cet accord avec Dirk au départ, puisque c'était Airbus Allemagne. Donc on a accepté le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers en charge, ce qui nous positionnait à 1 tiers, 2 tiers, ce qui est déjà une concession, à mon sens, assez importante et pas facile à gérer. La deuxième concession qu'on a fait, c'est qu'au départ, nous avions pris tout le leadership des packages pour pouvoir assurer notre responsabilité qui nous est demandée par les États. On ne s'adjuge pas le fait qu'on veut être maître d'œuvre. Les 3 États ont demandé à Dassault Aviation d'être leader, prime, sur les phases à venir, donc de prendre la responsabilité. Vous savez, quand on fait voler un avion, prendre une responsabilité, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire être capable de s'assurer non seulement de sa sécurité, mais des performances derrière à démontrer, et dans un projet technologique de haut niveau. Il voulait, Airbus, un modèle plutôt de type Eurofighter, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire où finalement tout est joint. Qu'est-ce que veut dire joint? Je définis, c'est on est ensemble, on fait tout ensemble et il n'y a pas de responsable. Il y a un responsable au-dessus, mais dans chaque tâche, voilà. Donc on n'était pas très chaud de ça, parce qu'on sait que dans ces cas-là, s'il y a des accords, il faut trouver des méthodes pour arbitrer, et on pense qu'à ce moment-là, le prime doit arbitrer, et c'est là qu'on a ouvert un certain nombre de discussions. On a quand même accepté que 46% à peu près, c'est pour ça que je dis dans la presse plutôt 50%, mais 46% précisément, de tous ces packages, c'est à peu près 100 packages, c'est 92 packages si vous voulez le chiffre exact, sur ces 100 packages définis, la moitié à peu près, donc 46%, soit joint. Donc on le fera ensemble dans des équipes, l'un à côté de l'autre, selon une pratique. Les autres, les 50 autres pourcents, 54 autres pourcents, seront faits avec un leader désigné dans ce work package et un partenaire qui travaille derrière. Sur ces 54%, en réalité, Dassault aura moins de la moitié en responsabilité, 40% à peu près, et Airbus 60%. Donc déjà, vous voyez, sur tous ces packages qui ne sont pas joint, donc qui ne sont pas faits ensemble, l'autre moitié, la majorité de ces packages sont de leadership Airbus. On a accepté ça. Alors, vous pourrez me dire après en question, vous avez été trop loin. C'est de temps en temps ce que je pense quand je réfléchis. Mais on avait une telle volonté d'y arriver, et une telle pression aussi pour y arriver, qu'on a accepté ce genre de choses. Et là, ils sont arrivés au début de cette année, 2021, pour nous dire, oui, mais ça ne marche pas, parce que l'équilibre n'est pas bon.
Si on prend les packages les plus sensibles du développement, c'est-à-dire ceux finalement qui permettent d'exercer la maîtrise d'œuvre, vous n'avez pas fait un tiers, un tiers, un tiers. Donc, dans une grande générosité de Airbus et de l'Allemagne, parce que ce n'est pas simplement Airbus, c'est l'Allemagne et l'Espagne, on accepterait que ça soit 60-40, c'est-à-dire 40 pour Dassault, 60 pour Airbus. Alors ça a été un premier problème de refus de ma part, en disant, écoutez, nous on a été au bout, c'est fin de l'année 2020, début d'année, etc. On est prêt à la marge à regarder, on l'a fait, mais maintenant, on ne peut pas vous dire qu'on va partager les packages sensibles. Parce que si je partage les packages sensibles, je vais renoncer à ma maîtrise d'œuvre. Je ne peux pas dire à mon donneur d'ordre, exercez, prenez des responsabilités et engagez-vous à ce qu'il y ait un avion qui fonctionne, conformément à ces specs, dans un calendrier, dans un coût, un budget, et puis au même moment, je n'ai plus les leviers pour exercer cette maîtrise d'œuvre. Donc nous en sommes arrivés à un point où nous avons dit à Airbus, on ne peut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, on est prêt à discuter, il y a d'ailleurs une bonne ambiance dans les travaux entre Airbus et Dassault depuis le début, mais il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Donc je me suis retourné vers les États et j'ai dit, choisissez, soit vous voulez un partage équitable, je ne peux pas aller contre vous, je vous expliquerai simplement derrière ce que ça veut dire. J'ai quand même une certaine expérience d'explication de ce que ça veut dire. Donc soit vous choisissez un équilibre au sens de tous les packages, avec quand même, quand je dis équilibre, je traduis quand même par déséquilibre. Parce que dans tous les cas de ce que je vous viens de citer, Airbus est supérieur à Dassault. Donc j'accepte un certain déséquilibre, mais j'estime, et mes équipes estiment qu'elles peuvent encore assurer leur maîtrise d'œuvre. Si on passe de l'autre côté de la ligne, je ne pourrai plus assurer ma maîtrise d'œuvre, et donc il n'y aura plus de maître d'œuvre. On sera dans un schéma contractuel différent. Voilà. Alors, ça, c'est le point le plus difficile actuellement, qui est bien ce pending entre prendre des responsabilités et trouver un partage équitable. D'ailleurs, ça préfigurera du futur en réalité. Donc, si vous avez demain un avion de combat, nous nous soucions, on a peut-être tort, mais nous nous soucions des besoins opérationnels de nos forces armées. Donc ça répond à un de vos sujets. Il se trouve qu'effectivement en France, il y a des spécificités sur les avions de combat. D'abord, il y a une utilisation des avions de combat qui me semble très différente en France, et en Allemagne et en Espagne, avec une expérience très différente. C'est une réalité, c'est pas... Et donc, il faut prendre en compte ce retour d'expérience que nous avons de nos forces armées et des besoins qu'ils ont. Donc, évidemment, la composante nucléaire aéroportée, qui est une demande forte, non seulement de nos armées, mais de l'État et du président de la République, chef des armées, mais aussi de la capacité à mettre un avion sur un porte-avions, ce dont vous vous rappelez, c'est pas si facile à faire. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'avionneurs au monde qui savent comment on fait un avion de combat pour des armées aériennes et pour une marine. Même aux États-Unis, c'est un sujet assez compliqué, et on le voit encore aujourd'hui. Donc cette expérience-là, on la connaît de notre expérience du Super Étendard et du Rafale, bien sûr, qui nous permet de prendre des choix d'arbitrage au départ et de jouer notre rôle en fait d'architecte. Et alors on peut être architecte conseil, ça va vous parler pour quand vous faites des réfections de maison ou je sais pas, vous prenez un architecte conseil, mais si vous voulez que je sois architecte et maître d'œuvre, bah, si le plombier se trompe avec l'électricien, vous allez taper sur la tête du maître d'œuvre ou de l'architecte maître d'œuvre qui n'aura pas bien fait ses plans, et vous lui direz, écoutez, vous êtes en retard, vous avez des pénalités, puis vous refaites tout à vos croûtes. Voilà, donc c'est bien ça qui achoppe. Le deuxième point qui achoppe, c'est la propriété intellectuelle. Alors là, je m'en suis exprimé devant la presse, et je me réexprime devant vous, le créateur est propriétaire de sa propriété intellectuelle. Ensuite, il en fait ce qu'il veut, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut le mettre à disposition pour le programme, ce que nous faisons, et c'est ce qu'on fait avec les États, la France. En réalité, quand on développe des matériels de défense, on met à disposition ces droits au service de l'État, puisque c'est l'État qui a financé, et ça fait partie de... etc. Par contre, dire qu'il faut que j'apporte mon savoir-faire, mon background, pour mieux expliquer aux Allemands ou aux Espagnols comment ça marche, et me l'obliger par contrat, ça c'est pas possible. Je ne peux pas dire que je vais apporter mon background pour expliquer pourquoi j'ai fait des choix, par exemple sur les commandes de vol ou sur
un certain nombre d'expériences d'architecture que nous pouvons avoir. Donc, ce deuxième point est en difficulté avec les États, cette fois-ci, parce que Airbus, lui, n'est pas forcément en contre, au contraire. Il lui aussi protège sa propriété intellectuelle. Donc là, c'est plutôt une problématique avec les États. Et je l'ai dit dès le début au DGA allemand, au secrétaire d'État Zimmer, la propriété intellectuelle ne veut pas dire la boîte noire, parce qu'il y a un mélange, je l'ai encore vu la semaine dernière par un journaliste allemand, qui dit les boîtes noires. Mais non, il n'y a pas de... Les boîtes noires, c'est autre chose. Et d'ailleurs, j'ai répondu de manière humoristique, les boîtes noires, c'est sur les avions américains. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein, c'est humoristique, mais c'est vrai quand même. En réalité, nous, tout ce qui est dans l'avion, ils le connaîtront, ils auront même les possibilités de le modifier. Mais ce n'est pas parce qu'on sait comment fonctionne un système, comment fonctionne un avion, comment il est fait, que vous avez les règles qui font comment on y arrive. Et c'est ça le background. Donc si j'ai envie de donner mon background, parce que j'estime que la confiance qui existe aujourd'hui s'est instaurée sur un programme de long terme, c'est-à-dire que, par exemple, on est en 2039, nos sorts sont joués et on fait ensemble un avion de combat et il y a des commandes, il y a etc., ça marche. Mais si je donne mon background aujourd'hui et que dans 2 ans, il n'y a plus de programme, alors comment je serais protégé par rapport à la concurrence? Ce que je vous dis là en tant que Dassault, bien sûr, Safran le dit haut et fort, et Thales le dit haut et fort pour leurs domaines respectifs que sont, par exemple, les parties chaudes du moteur qui sont vraiment la substantifique moelle d'un moteur, et chez Thales, quand on fait des radars ou des contre-mesures, et qui sont aussi une expérience qui remonte à plus de 60 ans, parce que la France a investi beaucoup, et parce que les industriels ont aussi investi, et qu'en plus, si je prends les commandes de vol, on travaille sur des commandes de vol sur les avions de combat, mais aussi sur nos avions civils. Et je l'ai dit aux Allemands, vous avez un centre d'expertise de commande de vol à Saint-Cloud, vous avez un centre d'expertise de commande de vol, mais qui est un peu différent pour les avions commerciaux Airbus à Toulouse, et vous voulez absolument en faire un troisième à Manching. Il dit oui, c'est ça la coopération, il faut en faire un à Manching, puis il faudra aussi en faire un en Espagne, etc. Donc je reviens, et je fais une première parenthèse, sur le coût exorbitant que pourrait avoir le développement d'un avion de combat. Ça dépend en fait des besoins opérationnels, bien sûr, en termes de valeur absolue, mais si je prends le Rafale comparé à l'Eurofighter, ça va pas coûter plus cher le Rafale à la France que l'Eurofighter n'a coûté à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne ou à l'Italie. Parce que les mécanismes de coopération, etc. Après, je n'attaque pas l'Eurofighter en direct, mais je laisse les opérationnels juger d'une comparaison entre le résultat d'un Eurofighter et le résultat d'un Rafale. En tout cas, il y a une chose qui est pas agressive vis-à-vis des Allemands, c'est que le Rafale va sur un porte-avions et emporte la CNA, ce qui n'est pas le cas de l'Eurofighter. Donc quelque part, il faut aussi juger sur l'expérience. Voilà. Donc la volonté aujourd'hui, c'est donc d'essayer de trouver des accords équilibrés, mais on se fait accuser de déséquilibre sous le prétexte du un tiers, un tiers, un tiers. Je pose aussi la question, si on a des organes d'arbitrage étatiques, ça va remonter aux 3 États, aux 3 DGA. C'est alors comme ça que c'est organisé aujourd'hui. Alors, 3 États, s'il y en a 2 qui s'allient, ça fait 2 contre 1. Je n'ai même pas besoin de vous dire qui s'allierait avec qui. C'est 2 contre 1. Donc, dans le recours, j'aurai toujours tort. Donc, comment pouvons-nous assumer notre leadership français, notre maîtrise d'ouvrage française, notre maîtrise d'œuvre française dans une organisation de ce type? Nous avons posé la question. Et on n'a pas encore tout à fait la réponse. C'est pour ça que je travaille, je l'ai dit, sur un plan B, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore prêt. Et il faut quand même se poser toutes ces bonnes questions. Et puis si on va engager 3 pays, on va engager un certain nombre de forces armées, on va engager un besoin d'opération, on va engager notre réputation pour arriver à développer ce système pour les années 2040. Voilà, donc c'est ce problème-là qui arrive, avec une revendication très simple de Airbus, de dire, moi, sur les 6 work packages ou les 12 work packages les plus sensibles, je veux un certain équilibre, donc il faut que Dassault bouge, il faut que Dassault me donne un peu plus parce que c'est déséquilibré. Mais c'est moi qui devrais plaider sur le déséquilibre au départ. Voilà, donc il y a un moment donné, je l'ai dit aux 3 DGA, de manière un petit peu formelle et avec la passion que vous me connaissez, et surtout en leur expliquant qu'une fois qu'on s'est fixé une ligne rouge, on la changera pas. C'est notre
aussi, on a parlé d'ADN, c'est notre ADN. Si nous pensons, et nous pensons que nous avons raison dans ce domaine-là, et nous sommes soutenus par nos autorités aujourd'hui, sur le fait que quand même, les Allemands vont un peu loin, semble-t-il, sur le fait de dire il faut un équilibre, un tiers, un tiers, un tiers, il faut un équilibre des packages, et il faut en plus un équilibre des packages sensibles. Alors moi, j'ai mis le pavé dans la mare en disant, si ce déséquilibre se crée chez moi, je ne sais plus assumer la maîtrise d'œuvre. Donc je ne sais plus m'assurer que l'avion volera droit, je ne sais plus m'assurer des temps, et encore moins des coûts. Voilà ce que je voulais vous dire en propos liminaire. Je ne crois pas que j'ai oublié quoi que ce soit. En tout cas, ça peut générer les questions-réponses à venir. Président, en question liminaire, est-ce que de votre propos ressort pas le fait que l'irruption des Espagnols a finalement pas mal déséquilibré le sujet, car au départ, on pouvait penser qu'ils étaient là un peu, j'allais dire, pro forma. Or, les engagements financiers qu'ils annoncent, leurs prétentions, leurs capacités, moi, je ne les connais pas. Mais est-ce que ça vient, comme vous le dites très justement, et comme dit le proverbe bien connu, dans un ménage à trois, il faut mieux faire partie des deux. Donc, est-ce que ça ne vient pas un peu déstabiliser l'idée de départ des deux gouvernements? Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en réalité, et je ne fais pas de procès d'intention du tout aux Espagnols, au contraire, mais l'arrivée de l'Espagnol sur un schéma d'un tiers, un tiers, un tiers, pose cette question du ménage à trois. Mais en ce qui me concerne, sur le NGF, c'est-à-dire le pilier 1, ce n'est pas un ménage à trois, c'est un ménage à 2. J'ai Airbus face à Dassault, et Airbus pèse 2 tiers. Donc c'est encore pire. Ouais. Donc dans le ménage à 3, vous risquez d'avoir peut-être 2 contre 1, et je ne veux pas dire les 2 et 1 pour ne pas le citer, mais tout le monde le pensera. Par contre, sur le plan industriel, je peux le citer, c'est simple, je suis face à Airbus. Airbus est passé d'un espèce de 50-50 dans lequel j'avais le leadership d'un certain nombre de choses, à un tiers, un tiers, un tiers, qui devient 2 tiers, un tiers. C'est ça la problématique qui fait que d'un seul coup, nous nous sommes réveillés. On comprenne bien le... Et vous vous sentez bien soutenu par le gouvernement français? Oui, bien, on a pu discuter avec la ministre. Bien sûr, comme vous le savez plus que quiconque, le couple franco-allemand tient à cœur de la France. Mais d'abord, je ne sais pas s'il y a un couple, puisqu'on est 3. Donc, voilà, on est maintenant 3. Et il y a une volonté de l'Espagne d'être à peu près au même niveau que l'Allemagne. Voilà, vous voyez, chaque fois, je leur ai dit d'ailleurs, chaque fois que dans une négo, je donne 1 à l'Allemagne, il faut que je donne 1 à l'Espagne. Donc je donne 2, et moi je me garde 1. Donc je suis bien dans cette logique du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Elle est juste. J'ai demandé d'ailleurs à tout le monde, citez-moi un exemple de grand projet technologique et industriel dans le monde où vous dites à quelqu'un, tu es responsable de développer tout le système, tu es maître d'œuvre, mais alors on t'impose les sous-traitants, on te dit d'ailleurs qu'ils seront à 2 tiers, et puis on te dit qu'il y aura un groupe qui sera l'arbitre si jamais vous êtes en désaccord tous les deux, qui sera 3 États dans lesquels peut-être il y aura un 2 contre 1. C'est juste pas possible. En tout cas, je ne vais pas engager, moi, ma société dans quelque chose comme ça. Nous, quand on s'engage, on tient. C'est notre réputation. Je pense que c'est aussi ce qu'a demandé la ministre à l'ensemble des industriels français de la défense, de tenir leurs engagements. Ben, moi, je ne peux pas prendre d'engagement si je ne sais pas les tenir. D'autant qu'on avait l'exemple aussi de la 400M, la manière dont les choses se sont passées. On va en venir aux questions. Édouard Courcial. Oui, merci Monsieur le Président, et merci pour la clarté de vos propos. Vous êtes, et à juste titre, longuement étendu sur la problématique de gouvernance un tiers, un tiers, un tiers. C'est quoi, en réalité, les conditions et garanties minimales pour assurer pleinement la maîtrise d'œuvre, et notamment dans les rapports avec l'exécutif? Et puis, j'avais compris aussi que, selon vous, les Français pourraient construire seuls le SCAF avec Safran, Thales et MBDA. Et finalement, est-ce que ce n'est pas une solution qui serait plus pragmatique et pérenne pour la base industrielle et technologique de défense française? Pour répondre à la question qui m'avait été posée, j'ai répondu que techniquement parlant, c'était faisable. Après, dans un projet de cette ampleur, il y a d'abord et avant tout une volonté politique. Quand on a développé un Mirage 4 dans les années début 60, il y avait la volonté politique de le développer. Et il y avait au bout cette composante nucléaire fondamentale pour la stratégie française. Bien. Donc il y a cette volonté politique sur laquelle, bien sûr, nous appuyons et nous respectons. Deuxièmement, il y a les budgets. Donc il faut savoir de quel budget parle-t-on. Sur cette phase,
Sur le NGF, on parle d'un budget qui serait autour de 2 milliards, puisqu'on débute une phase 1B à grosso modo 700 millions, qu'on partage à 3, et puis ensuite c'est 2 milliards qu'on partage à 3. Le programme en lui-même, ça je ne sais pas vous dire, parce qu'il faut d'abord avoir fini un certain nombre d'études pour savoir, là on n'est que dans les démonstrateurs, il va y avoir les études réelles qui permettront de faire des étapes pour aller vers un programme, enfin c'est des dizaines de milliards. Les dizaines de milliards, si le programme est mal géré, si vous prenez le F-35, c'est pas un programme bien géré. Il a coûté c'est plus que des dizaines, des centaines de milliards. Mais bon, les Américains, ils ont une théorie qui est peut-être celle des Allemands, c'est plus on met d'argent dans l'industrie et mieux on se porte. Puis finalement, qu'importe le côté opérationnel, en tout cas pour le F-35, c'est une première, parce qu'en général, les Américains font quand même des bons avions. Malheureusement pour nous, quand on se bat contre eux, et même si maintenant on a une belle réussite du Rafale, ce sont quand même toujours des candidats sérieux en compétition. Mais c'est ce côté, c'est pas grave, on met de l'argent dans l'industrie. Nous, Français, on a des grandes ambitions et on n'a pas beaucoup d'argent, moins que certains. Donc on doit être un peu plus malin et surtout plus efficace. Donc il faut absolument, quand on développe un nouveau système, avoir cette efficacité. On ne peut pas se permettre, voilà. Alors est-ce que, quand vous citez la 400M, est-ce que la 400M a été efficace en termes de, ça je vous laisse, je ne sais pas, mais sur la 400M, il y avait un maître d'œuvre, c'est ce que m'a fait d'ailleurs remarquer un leader allemand. Donc le problème n'était pas le fait qu'il n'y ait pas de leader, c'est qu'il y avait un leader. Évidemment, vous l'avez dit du jeu, le best athlète, on doit mettre leader celui qui est le plus à même d'être leader, ceci est donc décidé et admis, sauf qu'on me coupe les commandes pour arriver à tenir le truc en m'écrasant sur le fait que de toutes les manières, les méthodes pour y arriver, c'est on coopère sur tout, on partage tout et puis on discute de tout. Et les conditions d'arbitrage ne me sont pas données. Si je ne peux pas arbitrer, je ne peux pas exercer ma maîtrise d'œuvre. Voilà, donc ça, c'est techniquement, je sais répondre, mais c'est aux États à le décider. Donc c'est ça la vraie question. Mais on en a les compétences, bien sûr, en France. On va prendre, si vous voulez, trois intervenants, comme nous faisons d'habitude. Hélène Conway. Oui, merci, Président. Bien sûr, je m'associe aux mots du Président Cambon suite à la disparition d'Olivier Dassault. Et puis, mais sur une touche un petit peu plus positive, je voulais vous féliciter aussi, puisque vous retrouvez 2 ans plus tard la présidence du Conseil des industries de défense françaises. Donc, félicitations. Moi, je voudrais vous ramener un an en arrière. Avec Ronan Le Gleu, donc, nous avons travaillé sur le rapport sur le SCAF. Et alors, nous avons questionné sur le programme Tempest. Il y a un an, vous pensiez que les Anglais bluffaient et que vous ne prêtiez pas un grand avenir à ce projet. Donc je voulais savoir si vous avez changé d'avis depuis, au vu des investissements que le Premier ministre anglais a décidé de faire dans le domaine de la recherche. Et dans l'interview que vous venez de donner, vous avez parlé d'un plan B. Je voulais savoir si vous l'avez fait dans une volonté de bousculer notre partenaire allemand, s'il y a un peu de bluff finalement aussi de votre part. Et est-ce que finalement il y a un objectif qui peut être différent, voire opposé entre le projet politique du SCAF, qui se veut être un projet européen avec un projet industriel emblématique qui serait porté, et finalement l'objectif des industriels qui est peut-être de coopérer, mais pas à n'importe quel prix, et c'est ce que vous venez d'exposer. Enfin, juste un dernier point. Nous avions préconisé avec Ronan Le Gleu une accélération dans ce projet SCAF, au vu du projet Tempest qui devrait être présenté 5 ans plus tôt que le nôtre, et également parce que nous avons de plus en plus des appareils finalement très sophistiqués qui commencent à voler. On pense aux chasseurs russes de 5e génération. Et on nous dit que le démonstrateur qui était prévu pour 2026 serait désormais décalé vers 2027. Donc je voudrais que vous confirmiez ou infirmiez finalement ce glissement dans le calendrier qui va à l'encontre finalement de nos intérêts. Merci. Le temps passe. C'est bien tout ce qui nous inquiète si nous ne savons pas avoir les outils d'exercice de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que si on n'arbitre pas mais qu'on discute, on peut discuter longtemps, ça ne pose pas de problème,
Et j'aurais le cynisme de dire que si on est payé pour discuter, on peut discuter comme ça pendant longtemps et faire beaucoup de papier. Voilà, c'est pas notre ambition. Nous, notre ambition réelle, c'est de faire voler un avion. Vous savez, c'est notre dada chez Dassault, c'est un peu connu. Et honnêtement, c'est ça qui nous motive et nous mobilise et qui doit, d'ailleurs de manière plus sérieuse, permettre d'alimenter les compétences du bureau d'études, les compétences de nos essais en vol. Donc c'est quelque chose, c'est un exercice. Alors on le fait avec le civil aussi, mais je pense qu'il est temps vraiment de remettre de la technologie et de remettre une ambition sur le développement futur, même si aujourd'hui on est très satisfait des résultats du Rafale, mais on est plus satisfait des résultats du Rafale sur ces évolutions de système que sur des nouvelles formules d'avions. Sur les Anglais, j'aurais tendance à ne pas changer, parce que oui, mettre de l'argent pour des études, comme nous on met des argents pour les études, je vois quand même que je ne suis pas sûr que le Brexit fasse gagner du budget à la Grande-Bretagne, mais ça je vous laisse juge. Donc il va y avoir des problèmes budgétaires aussi en Grande-Bretagne. Ils ont aussi une crise à gérer comme nous sur les suites du Covid. Et deuxièmement, ils sont toujours dans l'acquisition des F-35. Ce qui est quand même, acquérir un F-35, c'est quand même beaucoup plus cher qu'acquérir un Rafale et dans des quantités actuelles importantes. Je rappelle qu'en ce moment, le budget français, il y a 0 Rafale en livraison en France. Eux, il faut qu'ils payent le F-35. Donc, et non seulement qu'ils payent l'acquisition, mais qu'ils payent le soutien qui est très lourd. Donc, il y a une volonté des industriels britanniques, et BAE Systems en particulier, de dire, si je n'ai pas quelque chose, je deviens américain. Parce que vous savez déjà que l'actionnariat de BAE, regardez, vous verrez, et que le chiffre d'affaires de BAE vient plutôt des États-Unis que de la Grande-Bretagne. Donc quelque chose, voilà. Donc il y a un sujet existentiel pour BAE Systems, pour les autres industriels sûrement aussi un petit peu, mais de moindre mesure. Rolls reste un grand du domaine, mais enfin, comme tout le secteur aéronautique, il est en difficulté. Et c'est sûr qu'un programme de défense lui permettrait d'équilibrer un peu ces difficultés. Est-ce que la Grande-Bretagne est prête à aller avec l'Italie jusqu'à faire voler un démonstrateur? Pour l'instant, je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas. Ils peuvent le dire. Enfin, les Britanniques ont l'art aussi de faire des annonces. Je n'en suis toujours pas convaincu parce que le coût est quand même très important, vous l'avez dit vous-même. Alors, peut-être qu'ils peuvent dire qu'il en va de la souveraineté britannique et qu'ils vont le faire. Bon, mais c'est quand même bizarre au moment où ils sont en train de payer le lourd du F-35. Ou alors, c'est que vraiment, ils sont tellement mécontents du F-35 qu'ils ont besoin de se dire tout de suite, on va passer à autre chose, ce que disent d'ailleurs les forces armées américaines. Vous voyez, aux États-Unis, c'est quand même extraordinaire de voir qu'on est en train de développer un super F-15 alors qu'on a des F-22 et des F-35. Donc il y a quand même des questions qui se posent. Ça veut dire que, voilà, et j'ai vu, j'oserais pas dire nos amis belges, parce que j'ai quand même une petite difficulté à le dire, mais quand même nos amis belges ou nos voisins belges, ça c'est plus facile à dire, se posent la question de savoir, et les réponses ont été immédiates, aux doutes évoqués sur les problématiques de F-35, immédiatement les forces armées ont dit non, c'est ce qu'on veut, etc. Ça on sait depuis le début, et puis d'ailleurs avant l'appel d'offres. Donc voilà, on revient à cette problématique US avion européen. Donc nous, on est vraiment engagés pour essayer de faire quelque chose en Europe. Il n'y a pas de problème. Simplement, il faut faire quelque chose qui soit efficace. Parce que demain, l'export aussi pour nous est important. Vous savez que c'est un facteur d'équilibre de l'économie des industries de défense. Donc il faut faire quelque chose de performant. Sinon, face aux Américains, voire un jour face aux Chinois, non seulement nos forces armées n'auront pas les meilleurs matériels du monde, mais en plus, on ne saura pas l'exporter. Donc le modèle français aujourd'hui, incarné par le Rafale, c'est quand même une belle réussite. Opérationnelle, budgétaire, ça ne va pas coûter plus, je le redis, au budget français que ça n'aurait été si ça avait été fait en coopération avec nos amis anglais, allemands, espagnols et italiens. Donc il faut quand même se poser la question du modèle. Et en plus, ça s'exporte. Voilà. C'est pour ça qu'on avait, au titre du Neurone, non seulement fait un développement technologique pour pousser le plus loin possible la furtivité, pour pousser le plus loin possible le fait qu'on pouvait faire des drones de combat et que c'était faisable, et en plus on avait fait un modèle de coopération dans laquelle
Alors c'est un autre modèle, la France mettait 50%, elle s'arrogeait donc le fait d'être leader, et elle disait à Dassault l'avionneur, c'est vous le chef, parce que non seulement vous en avez la compétence, mais en plus on a mis 50%. Là, le problème, c'est que vous mettez 33%, et donc 33%, 33%, ça peut être aussi une piste de réflexion quand vous lancez plusieurs programmes, de dire dans ce programme-là, on va mettre un peu plus et on revendique la maîtrise d'œuvre, dans tel autre programme, on en met un peu moins, et vous prenez la maîtrise d'œuvre. Parce que si à chaque fois, il faut faire une égalité parfaite dans tous les programmes, ça nie l'efficacité collective de ce que peut faire l'Europe. On fait des redondances. On va redonder dans chaque programme des duplications. Voilà, ça, c'est pas le bon modèle, semble-t-il. Enfin, me semble-t-il. Olivier Cadic. Merci, Président. Monsieur le Président, au nom du groupe Union Centriste, je vous présente toutes nos condoléances pour la tragique disparition d'Olivier Dassault. Vous avez déclaré aux médias que vous aviez un plan B en cas d'abandon du projet d'avion de combat du futur. L'histoire est un éternel recommencement. En 1985, après des années de discussions avec nos partenaires allemands, britanniques, espagnols et italiens, la France se retirait du projet d'avion européen et lançait seule le Rafale, un avion polyvalent avec une version marine, vous l'avez dit. La vision de Marcel Dassault s'imposait et ses équipes, à l'époque, exultaient. J'en sais quelque chose, mon entreprise d'électronique travaillait pour les avions Marcel Dassault. Au moment de me confier le dessin du circuit imprimé de 32 couches pour interconnecter les commandes de vol du tout premier Rafale, le directeur du bureau d'études m'a dit « Vous avez 2 semaines et vous n'avez pas le droit à une seule erreur ». Il ne m'a pas demandé alors combien il allait coûter. Le Rafale a été construit en moins d'1 an et demi, soit avec 9 mois d'avance sur le calendrier prévisionnel. Il fait la fierté de notre pays et l'admiration de ceux qui lèvent les yeux au ciel en le voyant passer. L'Eurofighter Typhoon ne remplit toujours pas la totalité de son cahier des charges initial. Son développement a coûté beaucoup plus cher et il coûtait 50% de plus au Trésor britannique que notre Rafale. L'arrivée de l'Espagne dans le projet SCAF répartit désormais l'avion de combat en tiers entre Airbus Allemagne, Airbus Espagne et Dassault. Ça change tout à fait la donne, vous l'avez dit. Pensez-vous réaliste qu'Airbus, un constructeur aéronautique civil, puisse se substituer à ce qui fait le cœur de l'expertise de Dassault pour développer les commandes de vol du NGF, comme semblent le réclamer les Allemands? Est-ce que ce travail en coopération ne va pas coûter finalement plus cher? Au détracteur qui avait dit à Marcel Dassault que le Rafale n'était pas européen, il avait répondu qu'il serait mondial. L'avenir, et votre groupe, lui a donné raison. Dassault Aviation est-il en capacité de construire un NGF français? Quelle est la ligne jaune qui pourrait vous amener à proposer au président de la République de substituer un plan B au plan A, comme l'a fait Marcel en 1984 à François Mitterrand? Et je ne vous demande pas combien elle coûterait, car la France ne serait plus la France si elle n'était plus en mesure de trouver les moyens de le financer. Je vous remercie. C'est difficile de commenter, parce qu'en réalité, j'aurais pas pu mieux dire, sauf que je me serais fait accuser d'être Dassault. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage de l'histoire. Il faut toujours effectivement savoir d'où on vient. Il faut aussi regarder le futur. C'est-à-dire que quand, je me rappelle, quand on a pris le pari d'aller avec Airbus et de faire du franco-allemand, à la demande quand même assez forte du président de la République, j'ai été m'adresser à Serge, qui était toujours vivant. Et il m'a dit 2 choses. Est-ce que c'est bon pour Dassault? Je lui ai dit, on fera en sorte que ça soit bon pour Dassault. Il m'a dit, et le plus important, est-ce que ça va être bon pour la France? Et je lui ai dit, on défendra les intérêts comme toujours pour que ça soit bon pour la France. C'est ça les 2 vraies questions. Moi, je défends les intérêts de ma société, mais au-delà des intérêts de ma société et des sociétés partenaires françaises historiques que sont Safran et Thales, je défends les intérêts des Français. Donc les intérêts des Français et de la France, incarnés par le gouvernement, le président de la République, incarné par vous, les représentants au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, à partir du moment où on m'a fixé une nouvelle mission qui consistait à dire, écoutez, c'est comme ça, on fait l'Europe de la défense, il faut que vous trouviez des... J'ai accepté, contrairement peut-être à toute mon histoire, et en tout cas l'histoire de ma société, mais avec des conditions, c'est-à-dire des outils qui me permettent de dire, ok, on emmène avec nous des Européens pour travailler, mais il faut me laisser les capacités et les manœuvres
pour arriver à quand même faire ce qu'on a fait dans le passé avec des partenaires. C'est ça aussi l'expérience Neurone, où on a volé très rapidement, où je ne peux pas vous parler des performances parce qu'elles sont secret défense, mais elles sont meilleures que ce qu'on avait mis dans les spécifications, et on est resté dans le budget. Je rappelle, pour 450 millions d'euros, dont la moitié est payée par la France, on a fait voler un drone de la taille d'un Mirage 2000, ultra furtif, dans des conditions assez rapides et à 6 pays. Donc on est prêt à emmener une équipe. Ce qui est en train d'apparaître après 6 mois et après des concessions que l'on fait, vous savez, dans les négociations, il y a toujours un moment donné, on fait des concessions, il y a un moment donné, on se réveille. On s'est réveillé début d'année. Les équilibres sont rompus. Et ce n'est pas ces équilibres rompus dont parle l'Allemagne, c'est les équilibres rompus dont moi je parle et dont la France devrait parler. Et dont vous parlez. Si nous n'avons pas les outils, les manettes, comme on dit dans l'aéronautique, pour piloter, eh ben, on fera un Eurofighter. Je vous le garantis. Alors nous, ça sera un crève-cœur, mais d'un autre côté, je ne peux pas refuser un pouvoir politique qui va me dire « faites-le ». Mais je ne me prendrai pas les responsabilités. Ça, c'est ma responsabilité sociale vis-à-vis de mes actionnaires, de ne pas prendre une responsabilité, et en plus vis-à-vis de l'histoire de ma maison, de ne pas prendre n'importe quelle responsabilité. Je prendrai la responsabilité que je sais faire. Si ces équilibres ne sont pas là, et je dois vous l'avouer, en réalité, aujourd'hui, même les compromis que j'ai acceptés fin de l'année, à force d'y avoir réfléchi depuis le début de cette année, je me pose des questions. J'ai un doute, vous avez parlé de doute, j'ai un doute vis-à-vis de la capacité de pouvoir tenir les engagements qu'on était prêts à prendre dans l'enthousiasme de la fin de l'année dernière pour aller vite. Il faut toujours se méfier quand on vous dit d'aller vite, dans une négociation. Celui qui est pressé est celui qui va perdre. Voilà, donc depuis on a réfléchi. Maintenant, mon plan B n'est pas forcément le plan B de faire tout seul. Mon plan B, c'est de trouver une méthode de gouvernance qui permette d'emmener des Européens, mais pas dans les règles qui ont été fixées aujourd'hui, car ça ne marchera pas. Très important. Alors, en visio, nous avons Cédric Perrin. Bonjour. Bonjour. Merci Monsieur le Président. Cher Eric, d'abord à mon tour de vous féliciter pour cette élection à la tête du CIDF. Je pense que c'est aussi un point important. Nous avons déjà évoqué ensemble à de nombreuses occasions la pression allemande du Bundestag, entre autres sur le transfert des technologies, dont on se rend compte qu'il est une des motivations de ce projet, et transfert auquel vous vous opposez à juste titre à mon sens. Mais moi j'aimerais surtout parler de l'arrivée de l'Espagne. Alors je vais essayer de ne pas être trop redondant avec ce qui a été dit, mais l'arrivée de l'Espagne dans ce projet, dans ce couple moderne à trois. Est-ce que vous pouvez revenir sur les conséquences concrètes de la montée en puissance de l'Espagne sur la répartition des charges de travail entre Dassault et Airbus? Espagne, dont je le rappelle, qu'elle met 2 milliards d'euros sur la table pour entrer dans le projet. Qu'en est-il de l'éventuel jeu des retours géographiques? Est-ce qu'il serait, en cas de réussite du projet, bien entendu, lié aux commandes, avec les risques que cela implique? Et on a connu par le passé un certain nombre de déconvenues de ce point de vue-là sur d'autres projets. Vous avez expliqué qu'il est difficile de rester leader avec un tiers seulement de la charge de travail, ce qu'on peut comprendre. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement à Airbus pour le rester, ce leader? N'y a-t-il pas une incohérence de départ rendant le projet sinon impossible, du moins très difficile à mener, avec le risque d'une confusion qui s'installera dans la durée? Et puis, la montée en puissance d'ITP sur le volet de la motorisation, avec la volonté d'imposer le moteur de l'Eurofighter Typhoon pour le démonstrateur, ne pose-t-elle pas finalement la même question? Et je rappelle pour mémoire que nous avons exactement le même problème avec la motorisation de l'Eurodrone, qui risque, en schématisant les choses de manière volontaire, d'être propulsé par un moteur américain, donc vraisemblablement non ITAR-free. Et enfin, où en êtes-vous exactement avec Airbus sur la question de la navalisation de l'avion de combat? Vous avez un peu évoqué la question, mais et de sa capacité à emporter des charges nucléaires. Les Allemands semblent ne pas vouloir en parler. Est-ce qu'on peut en dire deux mots? C'est quand même un point très important pour la France. Cette question est-elle abordée au niveau des négociations sur le démonstrateur? Et puis, dernière et ultime question, vous l'avez évoqué, donc j'y reviens, que devient le projet Neuron? Et c'est une question un peu difficile, mais est-ce que vous n'avez pas envie d'aider la France à rattraper le retard considérable qu'elle a pris en matière de drones? Merci beaucoup. Merci. Merci pour la réponse du pourquoi on a accepté un tiers, deux tiers en charge.
et ça reviendra à un retour géographique. Hein. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas une mesure millimétrique du retour géographique, mais il y aura un retour géographique, on ne peut pas l'éviter, et il sera d'un tiers, deux tiers. Un tiers, en réalité, entre les trois pays en termes géographiques, mais 2 tiers Airbus, 1 tiers Dassault. Ce qu'on a mis, c'est les packages dits sensibles, et je pense que Airbus vous en parlera la semaine prochaine, c'est de garder le leadership, ce qui ne veut pas dire qu'on est tout seul. On est leader, mais derrière, d'un certain nombre de packages, par exemple les commandes de vol, c'est nous qui allons faire l'architecture et le système nerveux d'un avion, ce qui est fondamental pour sa sécurité et sa manœuvrabilité. On revendique aussi le mission system que les Allemands aussi voudraient prendre. Le mission system, c'est ce qui donnera lieu finalement aux capacités opérationnelles de l'avion, donc les architectures fonctionnelles de comment on va répondre aux besoins, etc. Et donc ça nous paraît être vital que nous préservions ces compétences et ce leadership en France, sinon finalement l'avion ne saura pas le faire. Si on n'est pas vraiment leader sur les commandes de vol et sur le mission system. Et le troisième point sur lequel il y a une revendication allemande qui est fondamentale aussi, c'est la furtivité, la fameuse furtivité qu'on a exercée au titre du Neurone. Et ça, on a donné des packages aux Allemands dans la furtivité, mais on veut se garder l'arbitrage de la furtivité. Donc on a appelé ça le package Low Observability Synthesis. Et ça, les Allemands le demandent. Le cockpit, qui est le côté sensible entre l'avion et le pilote. Donc tout ce dialogue homme-machine que nous avons développé et sur lequel on a fait beaucoup école, non seulement sur les avions de combat, mais ensuite qui a été dérivé sur l'ensemble des avions civils dans le monde. Toute cette école-là, nous la mettons dans la capacité du Rafale, et demain, on la mettra encore plus, puisque de plus en plus ce dialogue homme-machine est quelque chose d'important, le pilote se concentrant sur sa mission et un peu moins sur le côté pilotage et le système avec ses commandes de vol. Donc le cockpit, ça va avec. Celui-là aussi, il est revendiqué par Airbus. Donc vous voyez, c'est ces packages-là sensibles où j'ai besoin de garder le leadership. Ça ne veut pas dire que je ne les prends pas avec moi pour faire un certain nombre de choses à côté, mais je dois garder le leadership et c'est ça qu'ils contestent. Donc on peut admettre le 1 tiers, 2 tiers en charge, mais en qualité de responsabilité sur ces packages hauts, il faut absolument les garder, d'autant que, comme je vous l'ai dit, la moitié pratiquement des packages sont partis en joint, et l'autre moitié, je n'ai que 40% de leadership sur l'ensemble des autres packages. C'est pour ça que j'ai gardé ces packages d'idiots. Et maintenant, ils arrivent pour dire, bon, le reste, d'accord, mais maintenant, on veut un équilibre, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, sur les packages hauts. Et alors, dans notre grande mansuétude, on est prêt à faire 60-40, 40 pour vous, 60 pour nous, pour les packages du haut. C'est ça qui déséquilibre voilà. Donc, c'est faisable en réalité, c'est faisable si Airbus admet qu'il y a un leader qui est Dassault. Pas simplement en le disant, en reconnaissant que pour effectuer ces arbitrages de maîtrise d'œuvre, il faut qu'ils admettent la proposition qu'on a déjà faite. Sur le Neurone, la suite logique du Neurone, d'une certaine manière, c'était le drone de combat franco-britannique dans le cadre de Lancaster House. C'était là-dessus qu'on était parti, et on y croyait. Ça n'aurait pas été facile avec les Britanniques dans un partenariat à deux, mais je dirais qu'on avait bien avancé. Bon, ça s'est arrêté le jour où le franco-allemand a commencé, donc en mi-2017, et aussi lié au fait que le Brexit est arrivé, etc. Et malgré le fait que Lancaster House soit toujours vivant, me semble-t-il, ces discussions sur le drone franco-britannique se sont arrêtées. Ce qui s'est passé, et là aussi il y a un déséquilibre, c'est que finalement, dans le pilier numéro 3 du SCAF, c'est Airbus qui a pris le leadership. C'est-à-dire la France a donné le leadership du drone à Airbus Allemagne. Et je ne parle pas de l'Eurodrone, hein. L'Eurodrone, la maîtrise d'œuvre, c'est Airbus Allemagne. Et ils ont donné ce qui devait être un petit, alors encore une fois, je vais vous utiliser des mots savants, remote carrier, petit, ça peut devenir un gros remote carrier, et en réalité, ça peut presque devenir un loyal wingman qui lui-même devient un UCAV. Alors, je volontairement vous fais escalader les noms, mais ça pourrait presque devenir. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est Airbus Allemagne qui ferait un drone de combat à côté de l'avion. Alors ça ne préjuge pas des budgets, parce que je suppose que là, c'est budget infini de la part des trois pays. Ce dont je ne suis pas sûr que ce soit le cas, puisqu'on a déjà fait une baisse entre le projet initial et maintenant en termes budgétaires. On est rentré dans cette baisse budgétaire
en sacrifiant déjà un certain nombre de choses. Donc c'est pas le voilà. Donc on était parti pour avoir des petits accompagnateurs. On a maintenant un petit ou un gros, et c'est Airbus qui lead ça. On a d'ailleurs demandé récemment de dire, mais au fait, on pourrait quand même peut-être s'intéresser à comment ce drone parlerait avec l'avion. Et donc, on nous a dit, non, ça c'est Airbus. Vous voyez, l'encerclement, il y a un moment donné, voilà, je reste calme, je suis très calme devant vous, mais ça commence à bouillir un peu. Voilà, je pense que les autorités françaises ont compris que je commençais à bouillir. Et je voudrais d'ailleurs qu'un jour, vous auditiez aussi le DGA, parce que qu'est-ce que dit la DGA? C'est elle le garante de... Donc, que dit le DGA? On va le recevoir bientôt sur ce sujet. Gilbert Boucher. On va accélérer un peu, si vous voulez bien. Oui, Président, merci. Monsieur le Président, il y a 15 jours, j'ai souhaité rappeler ici même à l'ambassadeur d'Allemagne, Anna, que nos homologues allemands devaient prendre conscience que l'appartenance à l'Union européenne repose sur une volonté commune de paix, certes, mais aussi sur un partage d'ambition et de responsabilités politiques, et non uniquement sur la défense des avantages industriels nationaux. Il semble que ces divergences de point de vue persistent sur la notion de partage, notamment quand il s'agit de propriété intellectuelle, et vous l'avez évoqué donc à l'instant. Vous avez déclaré sur le sujet « Celui qui crée reste propriétaire, pas celui qui paye ». On ne peut qu'être d'accord avec vous, surtout quand il y a 70 ans de technologie et d'expérience en question. Des clauses existent pour protéger la propriété intellectuelle acquise antérieurement au contrat. Selon vous, ces clauses sont-elles véritablement solides juridiquement dans le cadre du projet européen de si grande envergure? De façon plus générale, à l'heure où les transferts de technologie peuvent être conditions de négociation de contrats, par quels moyens les entreprises de défense françaises peuvent-elles renforcer la protection de leur savoir-faire? Je vous remercie. Écoutez, la réponse va être, je dirais, à double casquette, celle de Dassault et celle de nouveau président du FIDEF, enfin, à nouveau président du FIDEF. Juridiquement, ça tient la route, parce que ce que font les États, c'est qu'ils vous cassent les bras. Ça veut dire quoi? Ça vous dit, vous avez le contrat, que si vous acceptez, non pas de donner votre propriété intellectuelle, mais de mettre la licence de votre propriété intellectuelle au service d'eux, et puis ils définissent les choses. Alors, si vous êtes Dassault, vous nous connaissez, on a une capacité à exprimer nos positions de manière argumentée, mais aussi à les défendre. Il y a d'autres industriels de la défense qui ont moins ces capacités de pouvoir défendre, et donc ils acceptent des clauses de ce type. Et je me rappelle d'un combat qu'on a mené il y a bien longtemps au sein de l'Agence européenne de défense, l'EDA, en disant « Vous ne pouvez pas dire que tout projet fait en coopération, toute la propriété intellectuelle de background, parce que celle qui se construit ensemble, on peut la partager. Nous, d'ailleurs, dans le projet, on n'a pas contesté le fait que le foreground peut être partagé, mais pas le background. Et c'est pas parce que vous avez un petit projet à quelques millions d'euros au sein de l'Agence européenne de défense qu'il va falloir que vous apportiez votre background. Ben là, c'est pareil. Donc, il y a un moment donné, les contrats peuvent être justes, et c'est pour ça que nous, on ne signera pas un contrat dans lequel on dit qu'on donne du background. Et je l'ai dit le premier jour au DGA allemand, et plus récemment au DGA espagnol. Ne nous forcez pas, nous ne le ferons pas, parce qu'ils expliquent que c'est pour la transparence vis-à-vis du futur, etc. Mais je dis ça, vous l'aurez. Vous aurez la transparence d'explication et la capacité de modifier par vous-même. Mais ne me demandez pas les secrets de fabrication. Ça, c'est à moi et je ne les donnerai pas. Merci. C'est l'industriel qui doit se battre. Et par contre, me semble-t-il, la France doit se battre pour le protéger, ça. Bien sûr. Merci. Merci, Président. Isabelle Raymond-Pavero. Oui. Monsieur, alors que le groupe Dassault a accepté effectivement de réduire donc sa part globale dans le projet SCAF par souci d'égalité avec ses partenaires allemands et espagnols au prix de négociations difficiles, alors qu'il a été affirmé qu'une fusion entre le SCAF et le projet concurrent du Tempest, développé par la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suède, n'est pas à l'ordre du jour, il y a une tribune qui a été publiée lundi par le groupe de réflexion Mars et qui réunit des experts de la défense et qui a appelé le gouvernement à ne pas persévérer, ce sont ces mots, à ne pas persévérer dans l'erreur en voulant à tout prix faire aboutir le projet SCAF. La pression politique aujourd'hui, elle s'accentue et le président de la République française veut faire de la coopération avec l'Allemagne un des piliers de la politique européenne de défense avec une véritable volonté politique de la France et de l'Allemagne de pouvoir conduire ce projet. Quelle méthodologie,
Quelle coopération pour pouvoir conduire cette autonomie stratégique de la France et de l'Europe? Merci. Bien, merci. Je pense que moi je reste, je l'ai dit, même si dans notre affaire c'est compliqué, je pense qu'il y a du donnant-donnant à faire. C'est ça l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est pas un pays. L'Allemagne, quand il y a eu les États-Unis, quand il y a eu compétition entre Lockheed et Boeing pour faire F-35, elle a décidé que c'était Lockheed, puis c'est fini, c'est Lockheed. L'Europe, on ne peut pas encore faire ça. On ne peut pas encore dire Dassault est peut-être le meilleur. Alors les Allemands me disent, mais comment vous pouvez dire que vous êtes le meilleur? C'est vrai que ce n'est pas à moi à dire que je suis le meilleur. C'est à ceux qui, en toute bonne foi, devraient pouvoir le comparer. Et voilà. Bon, on ne peut pas encore le dire. Donc on fait des coopérations. Ce n'est pas encore le best athlète complètement en Europe, ce qui devrait être le cas si on veut une Europe puissance. Donc il faut faire du donnant-donnant. Me semble-t-il, le challenge du départ, c'était quand même l'Eurodrone va aux Allemands, et d'ailleurs c'est Strong Prime, comme on dit les Allemands, et on l'a accepté, les Italiens et nous-mêmes, donc le CEO de Leonardo, Dirk Hoeke et moi-même, lors d'une réunion au top, à Farnborough, il y a de ça pas mal d'années. On l'a accepté et on l'a même demandé en disant il faut un leader. Et Airbus exerce son leadership, voilà. Donc, dans le pilier 1, qui est le NGF, c'est la France qui est leader et c'est Dassault qui est leader. Ils ont accepté d'être leader ailleurs et maintenant ils contestent le leadership sans le dire. Donc il y a un moment donné, et je pense que le pouvoir politique doit dire aux Allemands, écoutez, c'est du donnant-donnant, vous avez eu ça, vous avez peut-être le char, ça ne me regarde pas, mais j'ai quand même l'impression que les Allemands ont pris le contrôle. Mon prédécesseur Stéphane Mayer, c'est pour ça que je me retrouve président du CIDEF d'ailleurs, hein, c'est parce que Stéphane Mayer, on lui a dit d'aller faire autre chose. Donc, quelque part, il faut faire ce donnant-donnant. C'est la seule chance qu'on ait que l'Europe développe des produits performants. Mais malheureusement, il faut que l'équation de départ soit respectée. Donc l'équation de départ qui avait été écrite, me semble-t-il, par le président, c'était le leadership français. Sur ce sujet-là, il y a d'autres sujets de leadership, etc. Et quand j'entends la chancelière, je comprends que la France et l'Allemagne sont equal partners, mais pour un projet comme celui-là, ça ne veut rien dire, equal partners. Bien sûr. Merci. Ronan Le Gleut. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans notre rapport sur le SCAF avec Hélène Conway-Mouret, nous avions clairement identifié ce qui est une évidence, c'est-à-dire le calendrier. On rentre dans un tunnel électoral avec des législatives en Allemagne qui verront un changement de chancellerie après 16 ans de chancellerie d'Angela Merkel. C'est de l'Allemagne donc un vrai changement après 16 ans de constance. Et ce tunnel électoral, il va de septembre cette année jusqu'à l'élection présidentielle française. Et donc nous avons clairement identifié que, évidemment, ça se jouait, l'irréversibilité se jouait maintenant. Donc, d'un point de vue personnel, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a absolument aucune surprise sur le calendrier, si vous voulez, et sur le fait que les négociations soient si intenses maintenant et pas après. On a parlé d'irréversibilité dans notre rapport parce que nous avions fait une comparaison entre le projet de FCAS franco-britannique pour lequel les montants qui avaient été engagés étaient équivalents à ce qui avait été engagé jusqu'à présent sur le SCAF, en montrant que le projet franco-britannique avait été abandonné et que donc les montants engagés sur le SCAF n'avaient aucun caractère irréversible et que c'était la phase suivante qui donnait un caractère qui, lui, était beaucoup plus engageant. Et donc le niveau de friction semble assez logique à ce niveau-là encore. Et dans les négociations de l'année dernière, clairement, les Allemands avaient mis le MGCS dans les négociations, avait introduit le MGCS dans les négociations sur le SCAF. Et il y avait eu un souhait des Allemands que le leadership sur le char soit très clairement identifié. Et aujourd'hui, c'est le cas, puisque Nexter, avec KNDS et Krauss-Maffei-Wegmann, en fait, il y a eu un déséquilibre totalement en faveur des Allemands avec l'entrée de Rheinmetall dans le jeu sur le MGCS. Et donc il y a un leadership allemand très fort sur le char qui a été obtenu lors des négociations l'année dernière. Et en contrepartie, la France devait avoir un leadership clair sur le SCAF. Et ce que je comprends, et j'aimerais que vous puissiez nous le préciser, c'est que finalement, ceci est remis en cause aujourd'hui. Et donc, il me semble que dans cette négociation,
le MGCS doit rentrer à nouveau, la France devrait faire rentrer le MGCS dans les négociations pour rééquilibrer les projets. Je vous remercie. Oui, bien sûr, c'est tout à fait ce que je disais avant, le donnant-donnant, qui est, et d'ailleurs c'est la bonne méthode, vous donnez des leaderships, vous sacrifiez donc des choses dans votre propre pays, puisque vous donnez le leadership à l'autre, et puis c'est pas toujours, on donne pas toujours au même. Là, il y a une impression de... Alors, c'est du wording, parce que vous verrez, Airbus, la semaine prochaine, vous dira, si, non mais on est tous conscients que c'est Dassault leader. Ce que je dis, c'est que c'est en deuxième couche derrière, on me coupe tous les leviers. Vous voyez, j'ai un manche dans mon avion, mais on m'a coupé les leviers derrière. On dit tu es toujours pilote, mais en réalité, on a mis une boîte noire derrière, etc. Donc c'est ça qui est condamnable. Et je pense que la France soutient notre démarche de dire maintenant ça suffit. Sous-entendu, on a fait toutes les propositions possibles jusqu'à la fin de l'année dernière, les rendant tout à fait acceptables aux yeux même de cet équilibre qui avait été fait. Et c'est pas nous qui avons dit non, c'est les Allemands qui ont dit non. On dit et la proposition française n'est pas acceptable. Et les Espagnols se sont immédiatement joints pour dire ah bah oui, parce que si les Allemands sont là, nous aussi, donc nous aussi on dit pareil que les Allemands. Donc c'est ça qui bloque aujourd'hui. C'est pas nous qui disons non à quelque chose, c'est les Allemands qui disent non à notre proposition française d'être capable d'assurer notre leadership compte tenu des accords politiques du départ ou compte tenu des équilibres dans d'autres affaires par ailleurs. Donc moi, me semble-t-il, il y a un combat politique à mener. La question des élections, c'est pour ça qu'on avait tout fait pour arriver avant la fin de l'année, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, on est déjà engagé dans les élections en Allemagne. Vous savez mieux que moi. Une campagne électorale, ça veut dire beaucoup de choses, qu'elle soit officielle ou officieuse. Mais voilà. Et n'oublions pas que la Bavière, c'est la CSU, c'est aussi un rôle important et d'équilibre compte tenu d'un certain nombre de personnalités en Allemagne, et c'est aussi des équilibres qui sont en train de se bâtir. Vous êtes tous en train de préparer un programme électoral et un programme même de gouvernement dans le cadre d'éventuelles coalitions dont on ne sait pas aujourd'hui quels seront les résultats, et avec un exécutif qui, de toute manière, va changer, ça c'est sûr. Donc, donnant. Merci. Jean-Marc Todeschini. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur. Mais comme vous avez répondu au fur et à mesure à toutes les questions, les miennes sont pratiquement tombées. J'ai eu à connaître, moi, la fusion au niveau des blindés, des accords Nexter KMW dans le passé, défendre la fusion à reculons, parce qu'on voit bien que même en Allemagne, finalement, KMW qui pensait s'en tirer, c'est obligé de s'allier à son concurrent direct. Hein, et j'ai pas l'impression que la France y ait gagné quelque chose là-dedans. On voit bien ce qui s'est passé. Vous nous dites que vous êtes défendu par le pouvoir politique en France. Le problème, c'est que le couple franco-allemand est placé au-dessus. Et la vision côté française ou côté allemande n'est pas la même, celle du couple franco-allemand. Pareil pour l'Europe de la défense. L'Europe de la défense en Allemagne, c'est défense de nos industries. Hein, sinon, on a du mal. Donc, moi, je vais vous poser deux questions. Est-ce que vous avez vraiment besoin de l'industrie allemande? Qu'est-ce que vous attendez des parlementaires français? Parce que, en clair, ce ne sont pas les parlementaires qui vont décider, mais je crois même qu'on a une loi de programmation qui arrive. On peut quand même titiller. Et est-ce que les élections en Allemagne, oui, mais les élections en France aussi arrivent, et elles sont là. Donc tout cela fait que ce couple qui est en renouvellement va quand même avoir d'autres soucis que de défendre, je pense, l'intérêt là. Moi, je pense que vous nous parliez que vous alliez rentrer dans la phase 2, je pense que c'est plutôt dans votre plan B que vous allez devoir rentrer. Alors ma dernière question, c'est est-ce que vous avez là aussi d'autres partenaires européens possibles? J'avais participé avec le président Combo, d'ailleurs en Italie, hein, on avait eu à l'ambassade un repas avec des représentants, vous en avez cité d'ailleurs sur le drone, qui eux auraient aimé pouvoir participer. Donc est-ce qu'on va en rester dans ce partage un tiers qui va vous être imposé, avec je dirais 2 tiers pour Airbus, c'est un peu compliqué, je ne crois pas trop à une réussite. Et puis, il ne faut pas compter non plus sur d'autres partenaires. Vous avez parlé des Belges. Moi, j'ai négocié avec le ministre belge de la Défense. Si je prononçais le mot Rafale, il s'en allait. C'était lui qui avait demandé à me voir. Bon, c'est compliqué. Et je pense que vous allez être obligé de rentrer dans votre plan B. Bien, écoutez, moi, d'abord, ce que j'attends de vous,
et aussi de vos collègues de l'Assemblée nationale, c'est que moi, à chaque fois que je discute avec un Allemand, il me parle du Bundestag. Bon, donc, je lui ai dit, vous savez, il y a aussi un Parlement en France. Je pourrais aussi parler au Parlement en France, ce que je fais aujourd'hui, pour qu'ils sachent ce qui se passe. On a l'avantage en France, par contre, par rapport à vous, c'est qu'on a une loi de programmation militaire, et on s'en félicite, qui permet à l'exécutif, et donc au programme derrière, d'avoir quand même une vision à 6 ans, et comme on a même une LPM2, on arrive à projeter, et donc on n'est pas obligé de passer devant permanence le Parlement pour toute autorisation budgétaire de dépenses, c'est global. À l'inverse, le Parlement rend quand même des comptes au Parlement, d'une certaine manière, l'exécutif, donc des dépenses. Donc, le Parlement qui défend les intérêts politiques français, comme l'exécutif, et en parallèle, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas toujours me dire qu'il faut que j'accepte tout, parce que c'est pas vous, Airbus, qui êtes contre, c'est votre Bundestag. J'ai entendu ça 27 fois, moi. C'est pas moi, Eric, moi je suis d'accord, mais c'est le Bundestag. Je veux dire, attendez, je vais aller chercher quelqu'un au Parlement français qui va vous dire que ce que tu dis, puis ça fera balle au centre. Bon, vous voyez, donc j'ai besoin de ce soutien, et je pense que notre exécutif a besoin de ce soutien pour dire, il y a un moment donné, les équilibres, on peut en reparler. Et parlons-en. Où est le déséquilibre? Il est dans l'autre sens. Ça permet d'équilibrer le rapport de force. Sur les élections, malheureusement, vous avez raison. C'est-à-dire que si on est déjà engagé dans la bataille électorale en Allemagne, on ne sera pas loin en sortie. Il faut le temps en plus de faire une coalition en Allemagne, puisque vous savez qu'ils discutent de tout le programme jusqu'au dernier millimètre, ils se mettent d'accord et après ils exécutent. La dernière fois, ça a duré longtemps sur une coalition classique, j'oserais dire, CDU, CSU, SPD. Là, la coalition risque d'être un tout petit peu plus compliquée, donc ça va prendre du temps. On sortira donc d'un gouvernement allemand capable de décider d'un Bundestag, on sera rentré dans une campagne électorale française. Donc, le plan B, c'est quelque chose qui doit être bâti. D'abord, c'est toujours long de bâtir un plan B, et comme je l'ai dit aussi déjà, quand vous avez bâti votre plan B et quand vous êtes sûr qu'il peut marcher, il devient le plan A, parce qu'il est meilleur que le plan A. Aujourd'hui, j'ai juste montré qu'il y a des plans B, d'un point de vue coopération, méthode d'organisation, gouvernance, et puis il doit y avoir des plans C, D jusqu'à Z, etc., ou jusqu'à aller à faire tout seul, mais ça, c'est pas ce que j'avais en tête quand j'ai parlé de mon plan B, mais ça existe aussi. Donc, trouver d'autres coopérants pour votre deuxième question. Le problème, c'est que c'est pas moi qui choisis, c'est l'État. J'ai pas choisi l'Allemagne. J'ai pas non plus choisi la Grande-Bretagne quand on a fait Lancaster House. C'est bien une décision politique. Et quand on a fait le neurone, là, on a choisi, parce qu'on a dit, on va faire un neurone. Et puis, trouvez-nous des partenaires. Donc, j'ai été chercher des partenaires. J'ai été chercher les Suédois. Immédiatement, les Italiens sont venus nous dire, donc on a amené les Italiens. Et on a bâti la coopération politique autour d'une volonté industrielle. C'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pas plus, et c'est pas de critique. Hein. Je comprends que c'est un choix politique. Je ne le remets absolument pas en question. Mais c'est pas moi qui ai les blancs. Le choix du partenaire, et après une fois que vous avez dit j'ai choisi l'Allemagne ou j'ai choisi l'Espagne, c'est l'Espagne et l'Allemagne qui vous disent quel est son champion. C'est pas moi qui le choisis. Dernier intervenant, Pierre Laurent. Oui, bonjour Monsieur le Président. Merci de toutes vos explications. On est au cœur d'enjeux politiques, industriels et de souveraineté mêlés dans ces grands dossiers de défense. Et tout ce que vous avez expliqué le montre. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière les difficultés que vous rencontrez un débat politique qui n'est pas assumé? Parce qu'à force de vouloir de promouvoir l'idée de l'Europe de la défense et de projets européens sans traiter les enjeux industriels et de souveraineté pour avancer, on se met dans une situation qui est exactement celle que vous décrivez. Parce qu'il y a quand même plusieurs conceptions qu'il faudrait débattre. Vous défendez, dans ce que vous dites, une conception qui soit une conception coopérative, équilibrée, avec le respect de souveraineté des différents industriels, pour des raisons que je soutiens totalement. Mais il y a d'autres conceptions qui sont sur la table, en vérité, plus ou moins non dites. Il y a des conceptions qui peuvent être des conceptions que l'Europe de la défense doit signifier à terme des industries intégrées, avec la disparition d'un certain nombre d'acteurs industriels.
on peut aussi concevoir que derrière l'Europe de la défense, on laissera faire la guerre des industriels jusqu'à ce que les plus forts ou les plus riches l'emportent. Et c'est pas sûr que l'avenir de Dassault, que tout le monde semble défendre, ici, soit toujours tellement défendu par tout le monde, en tout cas par certains promoteurs de ces conceptions. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un défaut de débat politique sur ces enjeux de la construction de projets européens de défense? Parce que vous dites que vous avez accepté des concessions et vous pensez que vous êtes au bout de ces concessions. Vous dites même que par moment vous vous demandez si vous avez eu raison de les accepter, en tout cas les dernières. Mais est-ce qu'on ne risque pas de vous en demander d'autres? Là, je parle de la France. Au nom de continuer à, malgré tout, maintenir cette perspective, bien qu'elle risque de mettre en cause notre souveraineté sur des domaines industriels majeurs. Oui, non, mais vous avez raison de poser la question. D'ailleurs, les modèles, et je sais à quoi vous faites allusion, on a le choix entre 3 modèles. Des modèles du type Dassault avec un actionnariat français, un modèle nationalisé, ou un modèle avec des fonds de pension anglo-saxons. Je ne sais pas lequel vous défendez, ou du moins je peux en avoir l'idée, mais je pense qu'il vaut mieux des industries avec des fonds français quand on parle de fonds stratégiques, quand on parle de sociétés stratégiques, que d'avoir les Américains comme actionnaires. Regardez les grandes sociétés européennes avec qui on parle, qui sont les actionnaires. Si je prends BAE Systems, faites l'analyse de qui est BAE Systems, mais faites même l'analyse de qui est Airbus. Voilà, donc il y a des choix politiques, je suis d'accord avec vous. Alors après, nationalisation, pas nationalisation, ça, on a laissé ça derrière. Je pense que pour des raisons d'efficacité, tout le monde a pu démontrer qu'un Airbus, un Dassault, un BAE Systems sont plus efficaces en étant privés, mais il faut que les fonds... Donc moi, je loue le modèle des sociétés françaises familiales. Elles peuvent peut-être grandir, s'allier pour en faire des ETI un peu plus fortes quand on parle des PME françaises, etc. Mais le modèle est bon. Il contribue à la souveraineté du pays. Monsieur le Président, merci de tous ces éclaircissements sur un sujet quand même très important que nous suivons avec beaucoup d'attention. Moi, je voudrais, en conclusion, d'abord encore une fois vous remercier de nous avoir parlé très clairement et de nous avoir fait comprendre les différents enjeux, les différents problèmes qui se posent à nous. On voit bien, et je l'ai dit tout à l'heure, que l'éruption des Espagnols, qui du reste ne sont pas dans le MGCS, ce qui fait que dans un cas on est à 3, dans l'autre on est à 2. Alors déjà, ça part déjà pas dans le bon sens, mais on voit bien les difficultés que ceci pose, même si encore une fois on est un certain nombre à se poser des questions sur les capacités financières et les capacités techniques de l'Espagne à répondre à un tel niveau de technologie et de savoir-faire. Ceci est un autre sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est 2-3 choses. Tout d'abord, bien évidemment, je pense pouvoir dire que vous pouvez compter sur le Parlement. On en a souvent évoqué le principe. Nous avons cette délégation franco-allemande qui est un peu ralentie en ce moment du fait du Covid, mais qui devrait repartir et qui nous permet de nous exprimer très librement vis-à-vis des gens du Bundestag. Et j'avais été, avec mes collègues, parmi les tout premiers à avertir l'Élysée que ce que l'on entendait parfois dans les déclarations au plus haut niveau ne se répercutait pas au niveau du Bundestag qui disait M. Macron et Mme Merkel peuvent dire ce qu'ils veulent, nous c'est nous qui voterons. Et ils avaient même eu cette phrase insensée, nous financerons le SCAF trimestre par trimestre si nos conditions et nos garanties sont remplies. Et on voyait ces parlementaires quasiment lire des déclarations de leurs industriels respectifs, puisque comme vous l'avez dit très justement, contrairement à ce qui se passe en France, nos collègues, et c'est pas leur faire injure, sont très mobilisés par le tissu industriel de leurs Länder respectifs. Et donc je crois que là, il y a des cultures qui sont différentes, outre le fait que nos concepts même d'armée sont très différents entre l'Allemagne et la France. En tous les cas, nous, notre mobilisation est totale. On a même un sénateur qui réside en Allemagne. Alors, comme ça permet de passer des messages plus rapidement. En tous les cas, on a cette volonté. Et par ailleurs, je voulais profiter de votre présence pour vous dire que nous sommes très attentifs à l'actualisation de la loi de programmation militaire, même si vous êtes moins menacés que d'autres, puisque, en fait,
d'une part, vos marchés extérieurs sont en passe de se multiplier et nous nous en réjouissons parce que Dassault est une vraie fierté nationale autour de votre entreprise et de votre groupe. Et je listais tout à l'heure l'Inde, l'Égypte, le Qatar, le cas des Grecs évidemment, peut-être l'Indonésie, la Croatie, peut-être la Suisse, on espère beaucoup, et peut-être la Finlande. Ça fait des marchés potentiels qui, après une période incertaine, montre que le Rafale était bien un des tout meilleurs avions du monde, si ce n'est le meilleur. Mais avec toujours ce risque de savoir que nous avons des partenaires européens qui, si ça ne marche pas, sont capables de se tourner vers les étagères américaines et d'acheter chez eux. C'est ce sur quoi nous avons là aussi un rôle dans nos rencontres parlementaires pour faire comprendre que l'Europe de la défense ou la défense de l'Europe, si le terme leur fait peur, c'est une construction de briques et à chaque fois qu'on arrive à concevoir quelque chose ensemble, nous nous défendrons mieux dans l'avenir. En tous les cas, je voulais vous dire que nous sommes très attentifs à ce que les engagements que nous avons souscrits à travers la loi de programmation militaire soient tenus. Vous avez vu qu'on nous refuse une loi d'actualisation, mais nous lançons un rapport qui, paraît-il, commence à créer un peu de perturbation au ministère, ce qui me réjouit. Ça montre qu'on est attentif à ce que dit le Parlement. Donc on va faire un travail avec l'ensemble des rapporteurs très précis. Alors bien sûr, vous êtes plus protégé au sens où déjà l'affaire du contrat conclu avec la Grèce force en quelque sorte le gouvernement à vous racheter des avions puisqu'ils sont en train de les vendre par ailleurs, mais qu'ils soient d'occasion ou neufs. Mais enfin, on va être très attentif au fait que les industriels qui ont en quelque sorte calibré leurs efforts sur les années qui viennent par rapport à la loi de programmation militaire ne soient pas pris en défaut par des décisions budgétaires qui pourraient intervenir compte tenu de la situation budgétaire de la France. Nous restons fortement d'abord attentifs aux promesses du président de la République. Je lui redirai vendredi, là, puisque nous allons ensemble à Toulouse, mais on va être très attentifs à ce que ces engagements soient pris, parce qu'une loi de programmation militaire, si on en enlève un morceau, c'est la loi tout entière qui s'effondre. C'est un ensemble qui est absolument cohérent, et on y avait été, vous le savez, très vigilants sur ce sujet. Nous sommes à vos côtés, à la fois, je l'ai dit, dans les moments pénibles que vous vivez, mais d'une manière générale, pour défendre ce savoir-faire. Et moi, je comprends tout à fait que vous n'ayez pas envie de transmettre trop de votre savoir-faire qui vous illustre dans ces marchés internationaux et qui fait que cet avion est quand même un des meilleurs. Et donc, nous saurons faire passer ces messages, même si, et vous aviez raison de le dire, l'incertitude qui pèse sur les élections allemandes mérite d'être prise en compte. Moi, je me souviens que nos interlocuteurs allemands nous avaient dit « Vous pourriez aussi, alors je ne sais pas si le Covid aidant, la situation se reproduirait, mais vous pourriez aussi vous retrouver avec un chancelier vert, ce qui changerait considérablement l'état du sujet, bien évidemment. En tous les cas, on va être très vigilants et n'hésitez pas, par tous les moyens, informations auxquelles nous sommes sensibles, de nous donner les arguments qui permettent de défendre justement ces dossiers. Et dès que la situation va retrouver un aspect normal et que la vaccination va enfin nous arriver, on va pouvoir de nouveau rencontrer nos amis allemands et peut-être justement parce que c'est l'échéance électorale qui arrive, les sensibiliser sur ces choix en leur disant qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez nous mettre ou mettre Dassault sous vos fourches codines, ça aura un certain nombre de difficultés. Dernière réflexion, on est en train de se demander, mais ce sera l'objet d'un entretien futur, si Airbus, voyant les difficultés qui s'amoncellent pour lui sur l'aviation civile, n'essaye pas de se refaire une santé sur l'aviation militaire. C'est des analyses qu'on lit pas mal sur ce sujet et je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet. On a une relation très bonne avec Airbus par ailleurs. Moi, avec mon homologue Guillaume, on se parle beaucoup parce que le sujet de la crise sur l'aéronautique française et l'aéronautique européenne est un sujet important. Et donc, il n'y a pas de volonté liée à ça. Je ne pense pas. Bien sûr, l'équilibre défense-civile, on sait bien que nos sociétés duales sont plus fortes que les sociétés qui sont exclusivement défense ou les sociétés qui seraient peut-être exclusivement civiles et qui peuvent... voilà. Donc, d'ailleurs, tout le travail qu'on est en train d'essayer de faire, c'est que tout ce tissu industriel français, des sous-traitants, des 500 sous-traitants dans nos domaines aéronautiques, on s'assure qu'ils ne s'effondrent pas de par la demande. Et quand on fait un Rafale,
c'est sûr que ça alimente la sous-traitance française. Oui, bien sûr. Ça n'alimente pas la sous-traitance allemande, et inversement, un Eurofighter n'alimente pas la sous-traitance. Voilà. Donc, là aussi, ça crée d'ailleurs une inquiétude, parce que dans une coopération européenne, là on parle beaucoup des études et du développement, mais il y aura aussi la fabrication, et ça voudra dire des choix de pans entiers qu'on va enlever, des usines qui vont fermer, des PME qui vont fermer, parce qu'il faudra partager. Alors il y en aura un peu plus, puis les quantités seront peut-être un peu plus grandes, pourvu qu'on arrive à poursuivre l'exportation, et donc qu'on fasse un avion de bon niveau. Sinon, les quantités seront faibles, et vous savez que l'emploi en France, dans ces domaines de l'aéronautique et de la défense, c'est quand même important, et surtout en territoire, sujet qui vous est, je le sais, sensible. Absolument. Ici au Sénat. Absolument. Ici, il y a ici beaucoup de nos collègues qui sont concernés par la sauvegarde de leurs propres industries de pointe dans leur département, et c'est évidemment un des sujets qui nous mobilise. Merci Monsieur le Président. Encore une fois, nous sommes à vos côtés, non seulement dans les circonstances tragiques que vous connaissez, mais aussi pour justement défendre à la fois ce magnifique projet, mais les respects des grands équilibres qui ont été voulus et qui ne peuvent pas être revus constamment. Je crois que la ministre des Armées a dit c'est un projet qui ne peut être conduit qu'avec des gens en qui on fait confiance. Les Allemands ont interprété ça en disant vous voyez, ils veulent le faire avec nous. C'était pas exactement ce que la ministre avait voulu dire, mais enfin des fois il y a des subtilités entre le français et l'allemand qui peuvent échapper. Monsieur le Président, merci infiniment. Et merci Monsieur le Président, merci à vous tous. La sympathie de la Commission et qui sur ces sujets reste très vigilante. Merci beaucoup.